Bonjour, bienvenue sur la Van Morgane, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, je reviens pour la lecture de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Je vais reprendre le chapitre 28, je vais reprendre au chapitre 28 plutôt. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je commence tout de suite parce que j'ai peu de temps. Et je vous dis à tout à l'heure après la lecture. Merci pour votre écoute. Chapitre 28. 2 jours ont passé. C'est un soir d'été. Le cocher m'a fait descendre en un endroit appelé Whitecross. Il ne pouvait m'emmener plus loin pour la somme que je lui avais donnée et je ne possédais plus un shilling. La diligence est à présent à 1 mille d'ici et je suis seule. C'est à ce moment que je m'aperçois que j'avais oublié de retirer de la pochette de la diligence le paquet que j'y avais mis pour qu'il fût en sûreté. Il y est resté, il y restera. Me voici donc dénuée de tout. Whitecross n'est pas une ville, ni même un hameau. Ce n'est qu'un pilier de pierre érigé au carrefour de 4 routes, badigeonné de blanc, sans doute pour être plus visible à distance et dans l'obscurité. 4 bras partent de son sommet. D'après leurs indications, la ville la plus proche est distante de 10 milles, la plus éloignée d'au moins 20. Par les noms bien connus de ces villes, je sais que je me trouve dans un comté des North Midlands. Je vois que c'est une région de Morneland avec des montagnes en bordure. Derrière moi, de part et d'autre, s'étendent de vastes landes. Au loin, au-delà de la profonde vallée que j'ai à mes pieds, apparaissent des ondulations montagneuses. La population doit être clairsemée. Je ne vois aucun voyageur sur ces routes allant vers l'est, l'ouest, le nord et le sud, blanches, larges, solitaires, qui sont toutes découpées dans la lande. Une bruyère haute et sauvage croît jusque sur leurs bords. Mais un voyageur peut, par hasard, passer. Je ne voudrais en ce moment être vue de personne. Des étrangers se demanderaient ce que je fais à m'attarder devant ce poteau indicateur, visiblement sans but et perdu. On me questionnerait peut-être et mes réponses, assez peu croyables, éveilleraient des soupçons. Présentement, pas un lien ne me rattache à l'humanité. Aucun attrait, aucun espoir ne me porte vers mes semblables. Personne en me voyant n'aurait pour moi une pensée bienveillante, un souhait aimable. Je n'ai d'autres parents que la nature, notre mère commune. C'est sur son sein que je chercherai le repos. M'engageant dans une dépression qui formait un profond sillon au bord de la lande brune, j'allais droit dans la bruyère, m'enfonçant jusqu'aux genoux dans sa sombre végétation. En suivant ses contours, je découvris, caché dans un repli, un rocher de granit noir de mousse, sous lequel je m'assis. De hauts talus de bruyère m'entouraient. Le rocher protégeait ma tête. Au-dessus, il y avait le ciel. Il me fallut un certain temps pour me sentir en sécurité, même en cet endroit. Je redoutais vaguement la présence dans le voisinage de quelque bétail sauvage ou d'être découverte par un chasseur, un braconnier. Un coup de vent soufflait-il sur ces étendues, je levai la tête, craignant de voir bondir un taureau. Un pluvier sifflait-il, je me figurais que c'était un homme. Mais voyant que mes appréhensions n'étaient pas fondées et calmées par le profond silence qui régnait dans la nuit tombante, je pris confiance. Jusqu'ici, je n'avais pas pensé, je n'avais fait qu'écouter, guetter, éprouver la peur. À présent, j'avais retrouvé la faculté de réfléchir. Qu'allais-je faire? Où fallait-il aller? Oh, les intolérables questions, alors que je ne pouvais rien faire, aller nulle part, alors que mes membres las et tremblants avaient encore un long chemin à parcourir avant d'atteindre une habitation humaine. Ne me faudrait-il pas recourir à la froide charité avant de trouver un refuge? Importuner une sympathie hésitante, aller au-devant de refus à peu près certains avant d'être entendu ou que l'un de mes besoins fût satisfait? Je touchai la bruyère. Elle était sèche,
tiède encore de la chaleur de ce jour d'été. Je regardais le ciel, il était pur, une étoile bienveillante scintillait juste au-dessus du bord du ravin. La rosée tombait, mais avec une bienfaisante douceur. Aucune brise ne murmurait. La nature me parut compatissante et bonne. J'eus l'impression que, dans cet exil, elle m'entourait d'affection. Et moi, qui n'avais que méfiance, rebuffades et insultes à attendre des hommes, je m'en remis à elle avec une tendresse filiale. Cette nuit, du moins, je serais son hôte. Puisque j'étais son enfant, ma mère m'hébergerait pour rien, sans attendre quelque chose en retour. J'avais encore un morceau de pain, le reste d'un petit pain acheté avec un penny retrouvé par hasard. Ma dernière pièce de monnaie, dans une ville où nous étions passés à midi. Je vis, çà et là, luire dans la bruyère, semblables à des grains de jais, des myrtilles mûres. J'en cueillis une poignée que je mangeais avec mon pain. Ma faim dévorante fut, sinon satisfaite, du moins apaisée par ce repas d'ermite. Quand je l'eus terminé, je fis mes prières du soir, puis je choisis ma couche. À côté du rocher, la bruyère était très profonde. Quand je m'étendis, mes pieds y furent enfouis. Elle s'élevait haut, de chaque côté, ne laissant qu'un étroit espace ouvert à l'air de la nuit. Je pliai mon châle en deux et le mis sur moi en guise de couverture. Une légère saillie garnie de mousse me servit d'oreiller. Ainsi, à l'abri, je n'eus pas froid, du moins au début de la nuit. Mon cœur angoissé ne me permit pas de jouir parfaitement d'un repos qui m'eût été favorable. Il souffrait de ses blessures ouvertes, de ses fibres déchirées. Il saignait intérieurement. Il tremblait sur le sort de Mr. Rochester, pleurait sur lui avec une amère pitié, le réclamait en proie à un incessant désir, tel un oiseau aux ailes brisées, fracassé, qui, dans son impuissance, continuerait à les agiter convulsivement en de vains efforts pour voler jusqu'à lui. Épuisé par ces torturantes pensées, je me mis à genoux. La nuit était venue avec ses étoiles, une nuit apaisante, calme, trop sereine pour laisser place à la peur. Nous savons que Dieu est partout, mais c'est certainement lorsque ses œuvres se déploient devant nous dans toute leur grandeur que sa présence est sentie le plus intensément. C'est pendant la nuit, dans un ciel sans nuages, où les mondes qu'il a créés roulent en silence, que nous constatons avec le plus d'évidence son infinité, sa puissance souveraine, sa présence en tout lieu. Je priai à genoux pour Mr. Rochester. Levant vers le ciel mes yeux obscurcis par les larmes, je vis la merveilleuse Voie lactée. Songeant à ce qu'elle représentait, à ces innombrables univers qui, rapides, parcourent l'espace sous les apparences d'une délicate traînée de lumière, je sentis la grandeur, la puissance de Dieu. Je fus certaine qu'il était en son pouvoir de sauver son ouvrage. J'eus de plus en plus la conviction que la terre ne périrait pas, non plus qu'une seule des âmes dont elle avait la garde. Ma prière se changea en action de grâce. La source de la vie était aussi le sauveur des esprits. Mr. Rochester était en sécurité. Il appartenait à Dieu, c'est par Dieu qu'il serait protégé. Je me blottis de nouveau sur le sein de la colline et bientôt le sommeil me fit oublier mon chagrin. Mais le lendemain, la pâle pauvreté m'apparut dans toute sa nudité. Longtemps après que les petits oiseaux eurent quitté leur nid, longtemps après que les abeilles, dans la douceur de l'aurore et avant que ne fût séchée la rosée, furent venues butiner les bruyères pour faire leur miel, alors que les longues ombres du matin se font courtes et que le soleil inonde la terre et le ciel, je me levai et regardai autour de moi. Quelle admirable journée, calme, chaude. La lande s'étendait comme un désert doré. Partout, le soleil. Je souhaitais pouvoir vivre là, y trouver une subsistance. Je vis un lézard courir le long du rocher, une abeille s'affairer parmi les myrtilles sucrées. Comme j'aurais voulu alors devenir abeille ou lézard pour trouver en ces lieux la nourriture à ma convenance, une retraite définitive. Mais j'étais un être humain. J'en avais les besoins et je ne pouvais m'attarder là où il n'y avait rien pour les satisfaire. Je me levai et jetai un coup d'œil derrière moi, sur le lit que je venais de quitter.
Sans espoir pour l'avenir, je regrettais que mon Créateur n'eût pas jugé bon de rappeler mon âme à lui, cette nuit, pendant mon sommeil, pour permettre à mon corps épuisé, affranchi par la mort d'une nouvelle lutte contre le destin et tranquillement réduit en poussière, de se mêler en paix au sol de cette lande. La vie, cependant, me restait avec toutes ses exigences, ses peines, ses responsabilités. Il fallait reprendre le fardeau, pourvoir aux besoins, supporter les souffrances, assumer les responsabilités. Je me mis en route. Ayant regagné Whitecross, je pris une route dans la direction opposée à celle du soleil, maintenant haut sur l'horizon et ardent. Sans volonté, je n'avais d'autre raison pour fixer mon choix. Après une longue marche dans un état de fatigue proche de l'anéantissement, je crus que j'avais assez fait pour y céder et relâcher mon effort. Je m'assis donc sur une pierre que j'aperçus près de moi et m'abandonnai sans résister à l'apathie dont mon courage et mes membres subissaient l'entrave. C'est alors que j'entendis le son d'une cloche d'église. Je tournai la tête dans la direction d'où provenait le son, et là, parmi les romantiques collines dont j'avais cessé depuis 1 heure d'observer les aspects changeants, je vis un petit village et un clocher. Toute la vallée sur ma droite était couverte de pâturages, de champs de blé et de bois. Un ruisseau scintillant zigzaguait à travers les teintes variées des blés mûrissants, des bois sombres, des prairies claires et ensoleillées. Un bruit de roues attira mon attention. Devant moi, sur la route, je vis une charrette lourdement chargée qui montait péniblement la côte. Un peu plus loin, il y avait 2 vaches et un bouvier. La vie humaine et son labeur étaient proches. Il fallait lutter encore, m'efforcer de vivre et de peiner comme les autres. Vers 2 heures de l'après-midi, j'entrai dans le village. Au bas de son unique rue, il y avait une petite boutique avec quelques pains dans la vitrine. J'en aurais bien voulu un pour retrouver quelque énergie, sans laquelle il me serait difficile de poursuivre ma route. Le désir de reprendre un peu de force, de vigueur, me revint aussitôt que je fus parmi mes semblables. Je sentais qu'il serait humiliant de tomber d'inanition dans la rue d'un village. N'avais-je rien sur moi à proposer en échange de l'un de ces petits pains ? Je réfléchis. J'avais un petit foulard de soie noué à mon cou, j'avais mes gants. Je ne savais trop ce que pouvaient faire des gens réduits à un dénouement quasi total. Accepterait-on l'un ou l'autre de ces objets ? Il était probable que non. Il fallait pourtant essayer. J'entrai dans la boutique, où se tenait une femme. À la vue d'une personne bien habillée, une dame sans doute, elle s'avança avec empressement. « Qu'avait-il pour mon service ?» Je fus saisie de confusion. Ma langue se refusa à formuler la requête que j'avais préparée. Je n'osais lui offrir mes gants à moitié usés, le foulard chiffonné. D'ailleurs, je me rendais compte que ce serait absurde. Je ne lui demandais que la permission de m'asseoir un instant parce que j'étais fatiguée. Désappointée de ne pas trouver en moi la cliente qu'elle attendait, elle accéda froidement à ma demande. Elle désigna du doigt un siège sur lequel je me laissai tomber. J'avais une terrible envie de pleurer, mais je me contins, voyant combien une telle manifestation serait déplacée. Je lui demandai sans tarder s'il y avait dans le village des couturières, des lingères. Oui, il y en avait 2 ou 3, bien assez pour ce qu'il y avait à faire. Je me mis à réfléchir. Il fallait en venir au fait. J'étais acculée face à la nécessité, sans ressources, sans amis, sans argent. Il fallait faire quelque chose, mais quoi ? M'adresser quelque part, mais où ? Connaissait-elle dans le voisinage une maison où l'on aurait besoin d'une servante ? Non, elle n'en connaissait point. Quelle était la principale industrie de la région ? Que faisaient la plupart des gens ? Quelques-uns travaillaient dans les fermes, beaucoup étaient employés à la fabrique d'aiguilles de Mr. Oliver et à la fonderie. Mr. Oliver engageait-il des femmes ? Non, ce n'était que du travail pour les hommes. Que font les femmes ? Je sais pas, répondit-elle. Il y en a qui font une chose, il y en a qui en font une autre. Pauvre monde, il doit se débrouiller comme il peut. Elle paraissait lasse de mes questions. Quel droit avais-je en effet de l'importuner ? Une voisine ou 2 entrèrent. On avait évidemment besoin de ma chaise, aussi pris-je congé. Je montai la rue, examinant tout en marchant chaque maison à droite et à gauche, sans trouver aucun prétexte, aucune raison pour y pénétrer.
J'irais autour du village, m'en éloignant parfois quelque peu et revenant sur mes pas pendant 1 heure ou davantage. Sérieusement épuisée et souffrant à présent cruellement de la faim, je fis un détour pour prendre un chemin où je m'assis sous une haie. Mais avant peu de temps, j'étais de nouveau debout à la recherche d'un viatique ou tout au moins de quelqu'un qui pût me renseigner. En haut de ce chemin, il y avait une jolie maisonnette, précédée d'un jardin extrêmement bien tenu et resplendissant de fleurs. Je m'y arrêtai. Pourquoi m'approcher ainsi de la porte blanche, poser la main sur le heurtoir luisant? En quoi les habitants de cette demeure pouvaient-ils avoir intérêt à me rendre service? Je m'avançai pourtant et frappai à la porte. Une jeune femme à l'air doux, proprement vêtue, vint m'ouvrir. D'une voix pitoyable, basse et tremblante, celle d'un cœur désespéré et d'un corps défaillant, je demandai si l'on avait besoin d'une servante. « Non, me répondit-elle, nous n'avons pas de servante. » « Pouvez-vous me dire, continuai-je, où je pourrais trouver un emploi quelconque? Je suis étrangère à ce pays, je n'y connais personne et j'ai besoin de trouver du travail, peu importe lequel. » Mais ce n'était pas son affaire de résoudre mes difficultés, de me chercher une place. D'ailleurs, mon comportement, ma situation, mon récit devaient lui paraître fort suspects. Elle hocha la tête en disant qu'elle regrettait de ne pouvoir me renseigner de la porte, et la porte blanche se referma, très doucement, très poliment, mais j'étais tout de même congédiée. Si elle l'eût laissée ouverte un peu plus longtemps, je crois que j'aurais mendié un morceau de pain, car j'étais maintenant très affaiblie. Je ne pouvais me faire à l'idée de retourner dans ce sordide village où, d'ailleurs, je n'entrevoyais aucun espoir de secours. J'aurais bien préféré faire un détour et aller dans un bois que j'apercevais non loin de là, dont l'ombre épaisse semblait offrir un accueillant abri. Mais j'étais si déprimée, si faible, tellement rongée par une faim dévorante que d'instinct, je continuais à rôder autour des habitations où il y avait quelque chance de trouver de la nourriture. La solitude ne serait pas la solitude, le repos ne serait pas le repos, tant que le vautour de la faim m'enfoncerait dans le flanc son bec et ses griffes. Je me rapprochais des maisons, je m'en éloignais, je revenais, puis me retirais de nouveau, toujours arrêtée par l'idée que je n'avais aucun titre, aucun droit pour demander ou espérer de la sollicitude en faveur d'une abandonnée. Tandis que j'errais ainsi comme un chien perdu et affamé, l'après-midi s'avançait. En traversant un pré, je vis devant moi le clocher de l'église et me hâtai dans cette direction. Près du cimetière, au milieu d'un jardin, s'élevait une maison bien bâtie, quoique petite, qui, je n'en doutais pas, était le presbytère. Je me souvins que les étrangers en quête d'un emploi, lorsqu'ils arrivent dans un lieu où ils ne connaissent personne, s'adressent parfois au pasteur pour obtenir de lui aide et recommandation. C'est le rôle du pasteur d'été, au moins de ses avis, ceux qui veulent s'aider eux-mêmes. Il me semblait avoir en quelque sorte le droit de m'adresser là pour y chercher un conseil. Reprenant donc courage, rassemblant le peu de force qui me restait, je poursuivis mon chemin. J'arrivai à la maison et frappai à la porte de la cuisine. Une vieille femme l'ouvrit. Je lui demandai si c'était bien le presbytère. « Oui, me répondit-elle. »« Le pasteur était-il là ?»« Non. »« Reviendrait-il bientôt ?»« Non, il était parti. »« Loin ?»« Pas si loin, peut-être bas à 3000. » Il avait été appelé là-bas par la mort subite de son père. Il était à présent à Marsh End, où il resterait probablement encore une 15aine de jours. Y avait-il une dame dans la maison? Non, personne d'autre qu'elle qui était la gouvernante. Je ne pus me résigner, lecteur, à demander à cette femme le secours qui m'eût empêché de défaillir. Je ne pouvais pas encore me résoudre à mendier, et, une fois de plus, je m'éloignais péniblement. Une fois encore, j'enlevais mon foulard, une fois encore, je pensais au pain de la petite boutique. Oh, rien qu'une croûte, rien qu'une bouchée pour calmer la torture de la faim. Instinctivement, je revins au village. Je retrouvai la boutique, j'y entrai et, bien qu'il y eût d'autres personnes avec la marchande, je me risquai à lui demander si elle voulait me donner un petit pain en échange de ce foulard. Elle me dévisagea d'un air visiblement soupçonneux. Non, elle ne vendait jamais rien dans ces conditions.
Presque désespérée, je lui demandai la moitié d'un petit pain. Elle refusa encore, disant qu'elle ne savait pas d'où provenait ce foulard. Voulait-elle accepter mes gants? Non, qu'en ferait-elle? Il n'est pas agréable, lecteur, de s'appesantir sur ces détails. Certains disent que c'est un plaisir de se rappeler les malheurs passés. Quant à moi, il m'est presque insupportable, même aujourd'hui, d'évoquer les jours auxquels je fais allusion. L'humiliation morale, jointe à la souffrance physique, constitue un souvenir trop pénible pour s'y complaire. Je ne blâmais aucun de ceux qui me repoussaient. Je voyais qu'il fallait s'y attendre, qu'il ne pouvait en être autrement. Un mendiant ordinaire est fréquemment suspect, un mendiant bien mis l'est inévitablement. À dire vrai, c'était un emploi que je mendiais. Mais qui était chargé de m'en procurer? Certainement pas les personnes qui me voyaient pour la première fois et qui ne savaient rien de moi. Cette femme qui ne voulait pas prendre mon foulard en échange de son pain avait raison, ma foi. Si l'offre lui paraissait équivoque ou le troc peu avantageux. Laissez-moi résumer. Maintenant, ce sujet m'indispose. Un peu avant la nuit, je passais devant une ferme. Le fermier était assis près de sa porte ouverte, en train de manger son souper de pain et de fromage. Je m'arrêtai et lui dis « Voulez-vous me donner un morceau de pain? J'ai grand faim. » Il me regarda avec surprise, mais sans répondre, coupa une épaisse tranche de son pain et me l'attendit. J'imagine qu'il ne m'avait pas prise pour une mendiante, mais simplement pour une excentrique qui avait pris fantaisie de goûter à son pain noir. Dès que je ne fus plus en vue de sa maison, je m'assis pour le manger. Ne pouvant espérer coucher sous un toit, je cherchai un abri dans le bois dont j'ai déjà parlé. J'y passai une nuit affreuse. Mon repos fut sans cesse interrompu, le sol était humide, l'air froid. Plusieurs fois, des fâcheux passèrent près de moi, m'obligeant à changer de place. Je n'éprouvais aucun sentiment de tranquillité, de sécurité propre à me réconforter. Vers le matin, il se mit à pleuvoir et il en fut de même toute la journée. Ne me demandez pas, lecteur, de vous en faire un compte-rendu détaillé. Comme la veille, je cherchais du travail, comme la veille, je fus repoussée et j'eus faim. À l'exception d'une fois, aucune nourriture n'effleura mes lèvres. À la porte d'une chaumière, je vis une petite fille qui était sur le point de jeter un reste de porridge froid dans l'auge à cochon. « Voulez-vous me le donner ?» lui demandai-je. Elle me regarda d'un air ébahi. « Maman !» s'écria-t-elle, « il y a là une femme qui veut que j'y donne ce porridge. »« Maman !» s'écria-t-elle, « il y a là une femme qui veut que j'y donne ce porridge. »« Eh ben, ma fille, répondit une voix de l'intérieur, donne-y si c'est une mendiante. Cochon, il n'en a pas besoin. » La fillette me versa dans la main la masse figée que je dévorais avec avidité. Je suivais depuis plus d'une heure un petit sentier cavalier solitaire lorsque, voyant le crépuscule s'assombrir, je m'arrêtai. Mes forces m'abandonnent, me dis-je. Je sens que je n'irai pas beaucoup plus loin. Vais-je encore passer cette nuit à vagabonder? Me faudra-t-il, sous cette pluie battante, poser ma tête sur la terre froide et détrempée? J'ai bien peur de ne pouvoir faire autrement. Qui voudra me recevoir? Mais ce sera affreux avec cette sensation de faim, de faiblesse, de froid et cette impression de désolation, ce complet désespoir. Il est probable, il est vrai qu'au matin je serai morte. Pourquoi ne puis-je me réconcilier avec l'idée de la mort? Pourquoi lutter pour conserver une inutile vie? Parce que je sais, parce que je crois que Mr. Rochester vit encore. Et puis, mourir de faim et de froid est un sort auquel la nature ne peut se soumettre sans protester. Oh, Providence, soutiens-moi encore un peu, aide-moi, sois mon guide. Mes yeux voilés errèrent sur le paysage indistinct et brumeux. Je vis que je m'étais très éloignée du village qui était complètement hors de vue. Les cultures mêmes qui l'entouraient avaient disparu. Par des chemins de traverse, de petits sentiers, je m'étais une fois de plus rapprochée de la lande. Entre moi et la noire colline, il n'y avait plus que quelques champs, presque aussi sauvages et stériles que le terrain couvert de bruyères sur lequel ils avaient été à peine regagnés. J'aimerais mieux mourir là-bas que dans une rue ou sur une route passante, songeai-je.
Il vaut mieux que corneilles et corbeaux, s'il y a des corbeaux dans ces régions, becquettent la chair de mes os que de les savoir emprisonnés dans un cercueil d'hospice pour tomber en poussière dans la tombe de l'indigent. Je me dirigeais donc vers la colline. Quand j'y parvins, je n'eus plus qu'à trouver un creux pour m'étendre et me sentir, sinon en sécurité, du moins caché. Mais la lande paraissait plate dans toute son étendue, n'offrant à la vue que des différences de teintes, du vert dans les endroits où les roseaux et la mousse recouvraient les marécages, du noir là où la bruyère seulement poussait sur le sol desséché. Malgré l'obscurité croissante, je pouvais encore discerner ces variétés de nuances, réduites à de simples alternances de lumière et d'ombre, car la couleur s'était évanouie en même temps que la lumière du jour. Mes yeux se portaient encore sur ces mornes hauteurs, sur les bords de la lande qui se perdaient dans un décor extrêmement sauvage lorsque, au loin, au milieu des marécages et des crêtes, en un point imprécis, une lumière apparut. Je la pris tout d'abord pour un feu follet et m'attendais à la voir s'évanouir aussitôt. Elle continua cependant à briller fixement, sans s'éloigner, sans se rapprocher. Est-ce donc un feu de joie que l'on vient d'allumer ? Me demandai-je tout en guettant s'il allait s'étendre. Mais non. S'il ne diminuait pas, il n'augmentait pas davantage. Il se peut que ce soit une chandelle dans une maison, conjecturai-je alors. Mais s'il en est ainsi, je ne pourrai jamais l'atteindre, elle est beaucoup trop éloignée. Et quand elle serait à moins d'1 mètre de moi, à quoi cela me servirait-il ? Je ne frapperais à la porte que pour la voir se refermer devant moi. Je m'affaissai sur place et me cachai le visage contre le sol. Je restai un instant immobile. Le vent de la nuit soufflant sur la colline passa sur moi et alla mourir au loin en gémissant. La pluie tombait drue, me trempant de nouveau jusqu'aux os. Il y a un peu de vent, je peux prendre comme ça. Que ne pouvais-je me raidir sous ce froid implacable, ce bienfaisant engourdissement de la mort ? La pluie aurait pu continuer à tomber à verse, je ne l'aurais pas senti. Mais ma chair encore vivante frissonnait à son contact, je ne tardais pas à me relever. La lumière était toujours là, brillant faiblement à travers la pluie, mais sans jamais disparaître. J'essayais de reprendre ma marche, traînant lentement mes membres épuisés dans cette direction. Elle me conduisit de biais, par-delà la colline, à travers un vaste marécage qui eût été impraticable en hiver et qui, même alors, en plein cœur de l'été, était bourbeux et mouvant. J'y tombais à 2 reprises, me relevant chaque fois, rassemblant toute mon énergie. Cette lumière était mon faible et seul espoir. Il fallait l'atteindre. Après avoir traversé la tourbière, je vis sur la lande une trace blanche vers laquelle je m'avançais. C'était une route ou une piste qui montait tout droit vers la lumière dont les rayons partaient d'une sorte de tertre au milieu d'un bouquet d'arbres. Des sapins apparemment, à en juger parce que je distinguais dans l'obscurité de leur forme et de leur feuillage. En m'approchant, mon étoile disparut. Quelque obstacle avait surgi entre elle et moi. J'étendis la main pour toucher la masse sombre qui était devant moi. Je reconnus les pierres rugueuses d'un mur bas surmonté d'une sorte de palissade et, par derrière, une haie haute et épineuse. Je continuai à avancer à tâtons. De nouveau, quelque chose de blanchâtre apparut. C'était une barrière, un portillon qui tourna sur ses gonds quand je le poussais. De part et d'autre se dressait un noir buisson, des houx et des ifs. Après avoir franchi la barrière et dépassé les arbustes, la silhouette d'une maison se dressa devant moi, noire, basse, plutôt allongée. Mais la lumière qui m'avait guidée ne brillait nulle part. Tout était obscur. Les habitants étaient-ils allés se coucher ? J'en eus peur. En cherchant la porte, je contournai un angle. La lueur amie reparut à travers les vitres en losange d'une minuscule fenêtre à petits carreaux, située à moins d'1 pied du sol et que rétrécissait encore un lierre épais ou quelques plantes grimpantes dont le feuillage touffu recouvrait ici le mur de la maison.
L'ouverture était si dissimulée, si étroite, que tout rideau, tout volet avait été jugé inutile. En me baissant et en écartant les branches du feuillage qui la masquaient, je vis ce qu'il y avait à l'intérieur. Je pus nettement distinguer une pièce au dallage soigneusement entretenu et recouvert de sable, un dressoir en noyer garni de rangées d'assiettes d'étain où se reflétait la radieuse lueur rouge d'un splendide feu de tourbe, une horloge, une table en bois blanc, quelques chaises. La chandelle, dont les rayons m'avaient servi de phare, brûlait sur la table. À sa clarté, une femme d'un certain âge, à l'air un peu rude, mais d'une méticuleuse propreté, comme tout ce qui l'entourait, tricotait un bas. Je jetai sur tout cela un coup d'œil rapide, il n'y avait là rien d'extraordinaire. Un groupe, assis tranquillement près du feu, dans la paix rassérénante et la chaleur qui en émanait, retint davantage mon attention. 2 gracieuses jeunes femmes, des dames en tout point, étaient assises, l'une sur une chaise basse à bascule, l'autre sur un tabouret plus bas encore. Toutes 2 en grand deuil portaient des robes de bombassin et de crêpe, sombre mise, qui faisaient singulièrement ressortir la blancheur de leur cou et de leur visage. Un vieux pointeur de haute taille reposait sa tête massive sur les genoux de l'une, tandis qu'un chat noir se pelotonnait sur ceux de l'autre. Quel singulier endroit que cette humble cuisine pour de telles occupantes. Qui étaient-elles? Elles ne pouvaient être les filles de la personne assez âgée assise près de la table, qui avait l'air d'une paysanne. Elles semblaient distinguées de bonne éducation. Je n'avais vu nulle part de visages semblables aux leurs, et pourtant, en les regardant, chacun de leurs traits me semblait familier. Je ne puis les qualifier de jolies, elles étaient trop pâles, trop austères pour mériter cette épithète. Penchées chacune sur un livre, leur expression de gravité allait presque jusqu'à la sévérité. Sur une petite table placée entre elles, il y avait une seconde chandelle, ainsi que 2 gros volumes qu'elles consultaient souvent, ayant l'air de les comparer aux livres plus petits qu'elles tenaient à la main. Ainsi fait-on d'un dictionnaire pour s'aider dans une traduction. Cette scène n'était pas moins silencieuse que si tous les personnages eussent été des ombres, et la pièce éclairée par le feu, un tableau. Tout était si tranquille que j'entendais tomber les cendres de la grille et battre le tic-tac de l'horloge dans son coin obscur. Il me sembla même apercevoir le cliquetis des aiguilles à tricoter de la femme. Aussi, lorsqu'une voix rompit enfin ce curieux silence, rien ne m'en échappa. « Écoutez, Diana, dit l'une de ces jeunes filles studieuses et appliquées. Franz et le vieux Daniel se trouvent ensemble la nuit, et Franz raconte un rêve dont il s'est éveillé terrifié. Écoutez. » Et elle lut à mi-voix quelque chose dont je ne comprenais pas un mot, car c'était dans une langue inconnue, ni en français, ni en latin. Était-ce du grec ou de l'allemand? Je n'en savais rien. « C'est puissant, dit-elle, quand elle eut terminé. Je m'en délecte. » L'autre jeune fille qui avait levé la tête pour écouter sa sœur répéta, tout en contemplant le feu, ce qui venait d'être lu. Plus tard j'appris cette langue et je lus ce livre. Aussi vais-je citer ce vers qui, lorsque je l'entendis pour la première fois, n'eut pas plus de sens pour moi qu'un coup porté sur l'airain sonore. Da trat vor eine anzusehen wie die Sternennacht. C'est bien, s'exclama-t-elle, tandis que ses yeux noirs et profonds étincelaient. Voici bien campé devant vous un archange sombre et puissant. Ce vers vaut 100 de pages de Galimatia. Hier wage die Gedanken in der Skala meins sonst die Werke mit dem Gemicht meines Grimms. Que j'aime cela. Excusez, moi je ne sais pas lire l'allemand. Toutes 2 se turent de nouveau. « Y a donc un pays où on parle comme ça ?» demanda la vieille femme en levant les yeux de son tricot. « Oui, il y en a un pays bien plus grand que l'Angleterre où l'on ne parle pas autrement. »
Je sais vraiment pas comment ils font pour se comprendre. Et si vous y alliez l'une ou l'autre, sans doute bien que vous sauriez ce qu'ils disent. Sans doute comprendrions-nous quelque chose, mais pas tout, car nous ne sommes pas aussi instruites que vous le croyez, Anna. Nous ne parlons pas l'allemand et nous sommes incapables de le lire sans l'aide d'un dictionnaire. À quoi ça vous sert-il ? Nous avons l'intention de l'enseigner quelques jours, ou du moins ces éléments, comme l'on dit, et alors nous gagnerons plus d'argent qu'à présent. Je veux bien le croire, mais vous avez assez étudié, c'est assez pour ce soir. Je le crois aussi, du moins je suis fatiguée. Et vous, Mary ? Mortellement. Après tout, c'est un travail ardu de piocher une langue sans autre maître qu'un dictionnaire. Oui, et surtout une langue comme cet admirable et rébarbatif allemand. Je me demande quand Saint John va rentrer. Pardon. Il ne tardera certainement pas maintenant. Il est juste 10 heures, dit-elle, regardant une petite montre en or qu'elle avait tirée de sa ceinture. Il pleut beaucoup. Anna, voulez-vous avoir l'obligeance d'aller surveiller le feu du petit salon ? La femme se leva, ouvrit une porte à travers laquelle j'aperçus vaguement un couloir. Bientôt, je l'entendis tisonner un feu dans une pièce à l'intérieur de la maison, d'où elle revint aussitôt. « Ah, mes petites, dit-elle, ça me fait ben de la peine d'aller dans la pièce là-bas. Elle a l'air si triste avec fauteuil vide et poussée dans un coin. » Elle essuya ses yeux avec son tablier. Les deux jeunes filles, déjà graves auparavant, avaient maintenant l'air tristes. « Mais il est bien mieux où il est, reprit Anna. On ne souhaiterait pas qu'il revienne ici. Ah, puis, personne pourrait avoir une mort plus calme que la sienne. »« Vous dites qu'il n'a jamais parlé de nous ?» demanda l'une des jeunes demoiselles. « Il n'a pas eu le temps, ma petite. Il a passé en 1 minute, votre père. Il avait été un peu malade, disons la veille, mais rien pour inquiéter. Et quand Mr. St. John a demandé s'il voulait qu'on vous envoie chercher l'une ou l'autre, il a bien rionné. Le lendemain, de ça 15 jours, il a commencé à avoir la tête un peu lourde, puis il s'est endormi pour plus jamais se réveiller. Il était presque raide quand votre frère est entré dans la chambre. Ah, mes petites, c'était le dernier de la vieille lignée. Car vous et Mr. St. John, vous êtes d'une autre espèce que ceux qui sont partis. Mais votre mère était beaucoup dans votre genre. Elle avait presque autant appris dans les livres. C'était votre portrait, Marie. Diana tient davantage de votre père. Je leur trouvais une telle ressemblance que je ne savais pas comment la vieille servante, car j'avais conclu que telle elle était, pouvait les différencier. Elles étaient l'une et l'autre élancées, de teint clair, avec un visage plein d'intelligence et de distinction. L'une, il est vrai, avait les cheveux légèrement plus foncés que l'autre, et leur manière de se coiffer n'était pas la même. Les cheveux châtain clair de Mary étaient séparés par une raie et soigneusement nattés. Ceux de Diana, plus sombres, tombaient en boucles épaisses sur son cou. L'horloge sonna 10 heures. « Vous devez avoir besoin de souper », fit remarquer Anna, comme Mr. St. John, quand il va rentrer. Elle se mit à préparer le repas. Les demoiselles se levèrent et se disposèrent à aller au petit salon. Jusqu'alors, j'avais été si occupée à les regarder. Leur aspect, leur conversation avaient suscité en moi un tel intérêt que j'en avais à moitié oublié ma misérable situation. J'en repris conscience cependant et, par contraste, elle me parut plus triste, plus désespérée que jamais. Il semblait impossible d'éveiller en ma faveur la compassion des hôtes de cette maison, de les convaincre de la réalité de mes besoins et de mes malheurs, de les amener à me donner un abri pour me reposer après mes courses errantes. Tandis que je cherchais la porte à tâtons, que j'y frappais avec hésitation, je sentis que cette dernière idée n'était qu'une simple chimère. Anna vint ouvrir. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle d'une voix étonnée, en m'examinant à la lueur de la chandelle qu'elle tenait. « Puis-je parler à vos maîtresses ?»« Vous feriez mieux de me dire ce que vous avez à leur faire savoir. D'où venez-vous ? Je suis étrangère. Que faites-vous ici à pareille heure ? Je voudrais un abri pour la nuit dans un hangar ou n'importe où et un morceau de pain pour me nourrir. » Je lus sur le visage d'Anna ce que je redoutais le plus, la méfiance. « Je vais vous donner un morceau de pain, dit-elle, après une pause. Mais nous ne pouvons pas donner asile à une vagabonde. Ça, il n'y a pas moyen. Laissez-moi parler à vos maîtresses, je vous en prie. Non, j'en ferai rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse pour vous? Vous ne devriez pas rôder par les chemins à cette heure. Ça ne dit rien qui vaille. Mais où irai-je si vous me chassez? Que deviendrai-je? Ah, je suis sûre que vous savez où aller et quoi faire. Prenez seulement garde de rien faire de mal, c'est tout.
Voici un penny, à présent partez. Un penny ne me donnera pas de quoi manger, je n'ai pas la force d'aller plus loin. Ne fermez pas la porte, oh, ne la fermez pas, pour l'amour de Dieu. Il le faut, la pluie entre dans la maison. Parlez aux jeunes demoiselles, laissez-moi les voir. Non, je veux pas, vous n'êtes pas ce que vous devriez être, sinon vous feriez pas tant de bruit. Allez-vous-en. Mais je vais mourir si vous me chassez. Mais non, j'ai peur que vous maniganciez des mauvais plans pour venir comme ça autour des maisons à cette heure de la nuit. S'il y a avec vous une bande, des cambrioleurs ou quelque chose comme ça, dans le voisinage, vous pouvez leur dire que nous ne sommes pas toutes seules dans la maison. Nous avons un monsieur, des chiens, 2 fusils. Sur quoi l'honnête mais inflexible servante claqua la porte et poussa le verrou intérieur. C'était le comble. Un sursaut de détresse extrême, un accès de vrai désespoir me déchira, me souleva le cœur. J'étais complètement épuisée, incapable de faire un pas. Je m'affaissais sur le seuil, mouillé, me tordis les mains en gémissant et d'angoisse éperdue et me mis à pleurer. Oh, ce spectre de la mort! Oh, cette heure dernière dont l'approche se faisait si horrible! Cet isolement, hélas! Ce bannissement loin de mes semblables. Non seulement il me fallait renoncer à jeter l'ancre, je n'avais même plus alors de raison pour garder mon courage, ce que je m'efforçais de retrouver sans tarder. Il ne me reste qu'à mourir. Et puisque je crois en Dieu, je dois essayer d'attendre en silence l'accomplissement de sa volonté, dis-je à voix haute, ne me contentant pas de le penser. Je refoulai alors toute ma misère en mon cœur et fis effort pour la contraindre à y demeurer, muette et silencieuse. Tous les hommes doivent mourir, dit une voix très proche, mais tous ne sont pas condamnés à affronter une mort lente et prématurée comme serait la vôtre si vous périssiez ici d'inanition. Qui parle? Quelle est cette voix? Demandai-je terrifiée en entendant ces paroles surprenantes en ce moment où tout espoir de secours, d'où qu'il vînt, semblait banni. Une forme était près de moi, mais la nuit noire comme la poix et ma vue affaiblie m'empêchaient de rien distinguer. Le nouveau venu frappa à la porte un coup fort et prolongé. « Est-ce vous, Mr. St. John » cria Anna. « Oui, oui, ouvrez vite. » Vous devez être tout trempé, avoir froid pour une nuit épouvantable comme ça. Entrez, vos sœurs sont très inquiètes de vous et je crois qu'il y a des mauvais sujets dans le voisinage. Il est venu une mendiante. Tenez, elle n'est pas encore partie. La voilà couchée là. Levez-vous, vous n'avez pas honte, filez, je vous dis. Taisez-vous, Anna, j'ai un mot à dire à cette femme. Vous avez fait votre devoir en lui interdisant la porte, laissez-moi à présent faire le mien en l'accueillant. J'étais tout près. Je vous ai donc entendu l'une et l'autre. Je crois qu'il s'agit d'un cas spécial. Je dois au moins l'examiner. Jeune femme, relevez-vous, entrez devant moi dans la maison. Je lui obéis avec peine. Peu après, je me trouvai à l'intérieur de cette cuisine propre et reluisante, devant l'âtre même, tremblante, presque défaillante. Consciente de mon aspect affreux autant qu'on peut l'imaginer, l'air égaré, harassé. Les 2 demoiselles, leur frère Mr. St. John, la vieille servante, tous avaient les yeux fixés sur moi. J'entendis l'une d'elles demander « St. John, qui est-ce » « Je n'en sais rien, je l'ai trouvée à la porte, répondit-il. « Comme elle est pâle, dit Anna. « Pâle comme l'argile ou comme la mort, fut-il répondu. Elle va tomber, faites-la asseoir. » La tête me tournait en effet et je m'affalais sur un siège. Je n'avais pas perdu connaissance, mais pour le moment, j'étais incapable de parler. Peut-être qu'un peu d'eau lui ferait du bien. Allez en chercher, Anna. Mais elle est réduite à rien, comme elle est maigre et exsangue. Ce n'est plus qu'un spectre. Est-elle malade ou seulement affamée? Je crois qu'elle est affamée. Est-ce du lait qui est là, Anna? Donnez-le-moi avec un morceau de pain. Diana, je la reconnus aux longues boucles qui retombaient devant le feu tandis qu'elle se penchait sur moi, cassa un peu de pain, le trempa dans le lait et le porta à mes lèvres. Je vis de la pitié dans son visage qui était près du mien et je sentis dans sa respiration haletante de la sympathie. « Essayez de manger, me dit-elle. » Ces simples paroles trahissaient la même émotion qui fut pour moi comme un baume. « Oui, essayez, » répéta doucement Mary qui m'enleva ma capote trempée et me souleva la tête. Je goûtai à ce qu'elle m'offrait, mollement d'abord, puis bientôt avec voracité. « Pas trop pour commencer, modérez-la, dit son frère, c'est assez. » Il retira la tasse de lait et l'assiette de pain. « Encore un peu, St. John, regardez ses yeux avides. »« Pas davantage pour l'instant, ma sœur. Voyez si elle peut parler à présent. Demandez-lui son nom. » Je sentis que je pouvais parler et répondis. « Je m'appelle Jane Elliot. »
Toujours soucieuse d'éviter d'être découverte, j'avais résolu d'avance de prendre un nom d'emprunt. Où habitez-vous? Où sont vos parents? Je gardais le silence. Pouvons-nous faire prévenir quelqu'un de votre connaissance? Je hochais la tête. Que pouvez-vous nous dire sur vous-même? Sans savoir trop pourquoi, à présent que j'avais franchi le seuil de cette demeure, me trouvant face à face avec ces hôtes, je ne me sentais plus exilée, vagabonde, au banc de l'humanité. J'eus le courage de me dépouiller du personnage de la mendiante, de reprendre ma personnalité et les manières qui m'étaient familières. Je commençais à me reconnaître. Aussi, lorsque Mr. St. John m'eut demandé des explications, que j'étais bien trop faible pour lui donner présentement, je lui répondis après une courte pause. « Monsieur, je ne puis vous donner aucun détail ce soir. »« Mais alors, dit-il, qu'attendez-vous de moi ?»« Rien, répliquai-je. Je n'avais que la force de faire de brèves réponses. Diana prit la parole. « Voulez-vous dire, demanda-t-elle, que nous vous avons maintenant donné le secours dont vous aviez besoin et que nous pouvons vous renvoyer dans la lande et la nuit pluvieuse ?» Je la regardais et lui trouvais une physionomie remarquable, respirant à la fois l'énergie et la bonté. Je pris soudain courage et répondant par un sourire à son regard plein de compassion, je lui dis « Je m'en remets à vous. Je sais que si j'étais un chien perdu sans maître, vous ne me chasseriez pas cette nuit de votre foyer. Étant donné cela, je n'ai réellement rien à craindre. Faites de moi, pour moi, ce que vous voudrez. Mais veuillez m'épargner les longs discours. Je respire avec peine et ressens un spasme dès que je me mets à parler. » Tous trois m'observèrent en silence. « Anna, dit enfin Mr. St. John, laissez-la se reposer ici, pour le moment. Ne lui posez aucune question. Dans 10 minutes, vous lui donnerez le reste de ce lait et de ce pain. Mary, Diana, venez avec moi au salon, nous causerons de tout cela. » Ils se retirèrent. Bientôt, l'une des jeunes filles revint, je ne puis dire laquelle. Une agréable torpeur me gagnait devant ce feu réconfortant. À voix basse, elle donna des instructions à Anna. Peu après, avec l'aide de la servante, je parvins à monter un escalier. On me retira mes vêtements trempés. Bientôt, un lit chaud et sec me reçut. Dans mon inexprimable épuisement, j'eus un transport de joie reconnaissante. Je remerciai Dieu et m'endormis. Et c'est la fin du chapitre 28. Voilà. J'espère que la lecture était intelligible, bien que j'ai trébuché pas mal sur les mots. Mais je veux dire, j'espère qu'on n'entendait pas trop le vent. Ouh là là, je suis en retard, tellement en retard.